tous et bon réveil matinal avec Free Matin. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE perd un militant de taille dans le département du Plateau. Clément Koutiadé, précédemment désormais coordonnateur de la 22e circonscription électorale du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, a démissionné de cette formation politique appartenant à l'opposition. Il a fait savoir à travers une correspondance adressée au secrétaire exécutif national de la dite formation politique, Paul Rompé. Il sera sur ce plateau ce matin pour nous exposer et partager avec vous, chers amis internautes, les raisons de sa démission de cette formation politique. Mais avant, chers amis internautes, comme à l'accoutumée, comme tous les matins sur Free Matin, vous aurez droit à la présentation de quelques titres dans la presse nationale afin de vous imprégner de l'actualité au Bénin ce 6 octobre 2021. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, Kaleski Tomé et Anaël Dourou nous envoient à Ekpe pour nous faire vivre un peu la situation que traversent les transporteurs de Ekpe Gare. À suivre également au cours de cette émission matinale, l'honorable Gérard Benochi qui partage avec vous son décryptage de la rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï, laquelle rencontre continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive et suscite analyse et décryptage au sein de l'opinion publique tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. À suivre également au cours de cette émission, comme à chaque numéro d'émission, votre chère Nansérine Fatoumbi qui vous présente les prévisions astrologiques pour le compte de ce mercredi. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve tout de suite, juste après la pub de l'ESAE. On se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien L'Informateur nous titre ce matin en manchette « Aménagement d'une station balnéaire d'exception à Avlekété pour booster le tourisme au Bénin ». Le Bénin se positionne à l'international, estime le confrère. Le gouvernement vient de signer 2 contrats avec le Club Med. Des détails sur ce titre à la page 5 de l'apparition de ce matin du journal L'Informateur. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce 6 octobre 2021. Échange entre la municipalité et les commissaires de Cotonou. Luc Setondji Atroko, préoccupé par la sécurité de ses administrés. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, échiquier politique national, des démissions et adhésions tous azimuts. L'économiste nous titre ce matin à la une, réforme sur la décentralisation au Bénin. Bérenger Goglo propose un modèle économique vieux de 200 ans. Nous restons toujours à la une du premier quotidien économique au Bénin. L'économiste qui titre également à la une ce matin, Semaine mondiale de l'investisseur 2021, la BRVM promeut l'éducation financière. Le révélateur du jour à la une ce matin, axe CHU Mel, Carrefour Sogema, le stationnement de véhicules interdit. Toujours à la une de le révélateur du jour de ce matin, chantier de la cité de Wedo, José Didier Tonato apprécie
l'évolution des travaux. Notre époque à la une ce matin, titre Village des vacances Club Med d'Avlekété, Giscard d'Estaing, reçu par le président Patrice Talon. Le compte rendu de cette audience vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui nous titre également à la une ce matin Liberté provisoire au profit de certains compatriotes. Richard Boni-Ouourou lance une pétition. Des détails sur cette action à la page 6 de la livraison de ce matin du journal Notre Époque. Le potentiel à présent parle ce matin de scandale financier à la mutuelle du port autonome de Cotonou. Le secrétaire général Urbain Kanlissou et Stéphane Gbero arrêtés. Environ 140 millions de francs CFA de prêts fantaisistes. Richard Biaou, chef personnel en fuite et recherché. Des agents de banque dans lesquels les fonds de la mutuelle sont logés dans le viseur des enquêteurs. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Le Potentiel. Toujours à la une du même canard ce matin. Aménagement d'une station balnéaire à Avlekété, 50 milliards investis pour attirer les touristes au Bénin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Coproduction de la sécurité dans la capitale béninoise. Luc Setondia-Trokpo, maire de la ville vitrine, partage sa vision d'un Cotonou plus sûr. Le matinal en manchette ce matin, attractivité touristique du Bénin. Le village de vacances d'Avlekété, bientôt une réalité. Le contrat signé hier, tête-à-tête entre Patrice Talon et le président directeur général du Club Med, Henri Giscard d'Estaing. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, vague de démission au sein des Coris. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. La descente aux enfers, s'interroge le confrère de Le Matinal ce matin. La Nation titre ce matin en manchette réalisation du village de vacances d'Avlekété. Un grand pas franchi. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin. Création de la dette publique. Le Bénin, un bon élève. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin. Réforme au premier cycle du secondaire, les élèves à l'épreuve de l'adaptation. Soleil levant, nous titre ce matin la une en financement des projets d'entreprise. Il faut contraindre les banques béninoises à alléger les conditions de prêt, les garanties souvent des montagnes devant les start-up. Toujours à la une du quotidien Soleil levant de ce matin. Sexualité, l'Occident finance les groupes LGBT au Bénin. La société béninoise bientôt contrainte à accepter l'homosexualité, nous avertit le quotidien Soleil levant de ce matin. Son article lié à ce titre est publié à la page 3 de sa livraison de ce mercredi. Toujours à la une du quotidien Soleil levant de ce matin. Passe d'armes entre Paris et Bamako. Sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali. D'ici le président Emmanuel Macron. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal Soleil levant, qui nous a également titré à la une ce matin. 3e semaine après la rentrée scolaire, des apprenants sans fourniture scolaire, faute de moyens des parents. Nord-Sud quotidien à la une ce matin parle de professionnalisation des organes de contrôle, mise en place de l'approche risque au profit de 15 ministères. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Dans l'oreille droite de la une, véhicule le titre suivant: Nati Tengu, une audience juridictionnelle de simulation de la Haute Cour de justice. L'article est publié à la page 10 de la livraison de ce matin du journal. L'autre quotidien, destiné à juger chefs d'État et ministres, pourquoi la Haute Cour de justice demeure inefficace, titre Le Confrère. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin. Séance d'échange sur la coproduction de la sécurité de la municipalité de Cotonou à la municipalité de Cotonou. Luc Setondia-Trokpo, soucieux de la sécurité des Cotonois. Éliminatoire mondial Qatar 2022. Les écureuils en Tanzanie pour une confrontation de taille, titre l'autre quotidien également ce matin à la une. Fin de la 3e session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Évariste Awandino, toujours engagé pour le bien-être
des populations, nous informe Décryptage Info ce matin à la une, des précisions dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Nouvelle économie, nous titre à la une ce matin, engagement financier non étatique 2017-2019. La SONEB cumule une dette bancaire de 12,79 milliards. Des détails sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, en fin de mission au Togo, Damien Mama, une fierté béninoise sur le toit de l'Afrique. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, divulgation d'une enquête en France, mardi noir pour l'Église catholique, un rapport accable plus de 3000 prêtres agresseurs sexuels. De hauts responsables demandent pardon aux plus de 300 000 enfants victimes. Des pistes pour réformer la congrégation. L'article est publié à la page 5 de la livraison de ce matin du journal Matin Libre, qui a également à sa une ce matin économie béninoise, potentiel impact d'une monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. Le Béninois libéré à la une ce matin avec les photos des anciens chefs d'État Nicéphore Dieudonné Soglo, Patrice Talon et Martin Rodriguez, homme d'affaires béninois. Attaque de Martin Rodriguez contre Patrice Talon. Ce qui perd l'opposition est autour d'elle, estime le confrère de Le Béninois Libéré. Retrouvé dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois Libéré, l'analyse effectuée par le confrère à travers les propos tenus par Martin Rodriguez. Toujours à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin, décès du président fondateur des Buffles de Chacus, pleure Lolo Chidiac. Toujours à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin, réhabilitation et extension du centre d'études et de sport de Misrété, Mathurin de Chacus lance un avis d'appel d'offres. Nous passons à présent à Le Télégramme qui titre à la une ce matin, retard dans la livraison des logements sociaux de Wedo. Pourquoi cache-t-on la vérité au chef de l'État? Les industries du bois du Bénin disposent en quantité suffisante de bois sur le territoire national. Retrouvez des détails sur cette information que tente de porter au public Le Télégramme à la page 10 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, protocole sur la bonne gouvernance. Nana Akufo-Addo propose l'interdiction du troisième mandat dans l'espace CE2AO. Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Séance d'échange sur la coproduction de la sécurité entre les élus de Cotonou et les commissaires de police de la ville vitrine. Le maire Luc Setondi Atropo se préoccupe de la sécurité des Cotonouais. Toujours la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, dont la présentation est assez riche. Coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Une vingtaine de cybercriminels déposés en prison. Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, force Cori pour un Bénin émergent, Clément Koutiadé dépose sa démission. Le Soleil Bénin Info à présent, aménagement d'une station balnéaire d'exception à Avlékété. Patrice Talon, un visionnaire éclairé. 2 contrats avec le club Med ont été signés hier, nous informe le Canard. Le Canard présente la photo de famille qui présente le président du club Med aux côtés des ministres de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, ministre d'État, et du ministre du tourisme et de la culture, Jean-Michel Hervé Abimbola. Nous restons toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, lutte contre les discriminations et violences faites aux femmes. Claudine Prudencio joue la fermeté. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Soleil Bénin Info de ce matin, complexe touristique Agualand, ce que cache l'action de l'honorable Edmond Agua, vous êtes présenté dans les colonnes de la page ce matin de Le Soleil Bénin Info. Les 4 vérités à présent. Institut national de la femme, Claudine Prudencio expose les défis à relever. Nous ferons tout pour honorer cette confiance faite aux femmes béninoises. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, secrétariat exécutif des 77 communes au Bénin, le maire Charles Yankoti justifie la pertinence de la réforme. Si on définit un couloir à un maire et qu'il décide de sortir des limites fixées, il va se retrouver où il ne veut pas, dit-il. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, actualité nationale, Nicéphore Dieudonné Soglo se prononce sur l'affaire de drogue. Le Canard met entre autres à la une ce matin. Je voudrais qu'on épargne à ce peuple tous ces déballages qui donnent la nausée, dit-il. Respectons pour un court instant la mémoire de mon ange gardien, de ma raison de vivre, de ce peuple que nous avons essayé de sortir ensemble de la misère, de la maladie, de la violence, dit-il. Retrouvez l'intégralité des propos tenus
par Nicéphore Dieudonné Soglo par voie de presse dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Les 4 vérités. L'accroche accroche ses lecteurs ce matin avec le titre suivant manchette. Conseil communal d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandino maintient le cap de développement de la cité dortoir. L'actualité nous titre ce matin la une village de vacances, Club Med d'Avlekete à Ouida vers la concrétisation d'un rêve du président Patrice Talon, infrastructure hôtelière de haut standing et des emplois à générer. Toujours à la une du quotidien, l'actualité de ce matin, accès équitable des jeunes et des filles, en particulier au numérique, des fossés d'inégalité en milieu rural au Bénin, à Tikpaye, dans l'arrondissement d'Akodjoué, un exemple patent, nécessité de prise de décision idoine des autorités à divers niveaux. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Coopération muséale et patrimoniale, le Bénin et la France engagent un nouveau projet. 3 villes bénéficiaires, Abomey, Ouida et Porto Novo, plus de 400 millions à investir en 2 ans. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent qui titre également à sa une ce matin. Cartographie des risques dans 15 ministères. Les acteurs impliqués renforcent leurs capacités. France, rapport sauvé. 216 000 victimes d'abus sexuels dans l'Église catholique depuis 1950. À quand le tour de l'épiscopat local, s'interroge le confrère de Bénin Intelligent qui propose à ses lecteurs ce matin une chronique intitulée Monde virtuel sous scellé. Le quotidien d'Abarou nous titre ce matin à la une Gogounou, un module de 3 salles de classe réceptionné. Nous passons à présent au quotidien béninois Info Matin. Fermeture de lieux de plaisance à Cotonou. Et si Alain Orunla voyait autrement le pass vaccinal une option, estime le confrère de Info Matin. Nous passons à présent au quotidien Le Déclic qui titre à la une ce matin. Foncier, carrière de sable, cimetière, le monstre à 3 têtes qui tourmente Abomey-Calavi. Le grand regard à présent cité dans plusieurs cas d'accidents mortels, les camions Emomaf ou les anges de la mort, titre le confrère ce matin. Le quotidien béninois Le Grand Regard également titré ce matin, construction de logements sociaux à Parakou, les personnes affectées par le projet dédommagé. Le Canard vous présente à la une image de remise de chèques de dédommagement. Et ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale au Bénin. Ce mercredi 6 octobre 2021, nous espérons le Conseil hebdomadaire des ministres qui se tiendra dans la journée sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Free Matin se poursuit, mais avant, nous installons à présent Atifa Olafa qui va vous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement du Bénin, à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, a procédé ce mardi 5 octobre 2021 à la signature de 2 contrats avec le Club Med dans le cadre du projet de construction de la station balnéaire d'Avlekete. La station balnéaire d'expersion à Avlekete au Club Med sera construite sur un site d'environ 25 hectares situé en bord de mer à Avlekete, à Ouida, entre l'océan Atlantique et la lagune d'Agouin, longue de plusieurs kilomètres. En misant sur ce projet avec un coût d'objectif de 50 milliards de francs CFA, le gouvernement lance un signal fort et affiche ici aussi, comme c'est le cas pour d'autres projets, son pari pour le label international tourisme. Toujours dans le cadre de la construction du village de vacances Club Med d'Avlekete dans la commune de Ouida, une délégation du Club Med a été reçue par le président de la République Patrice Talon ce mardi 5 octobre 2021 au palais de la Marina. Le président du groupe Henri Giscard d'Estaing a exprimé au cours de la séance la gratitude du Club Med et ses partenaires pour le choix porté sur leur groupe. Rappelons que le projet vise à positionner le Bénin comme l'une des destinations touristiques phares de l'Afrique de l'Ouest, notamment la construction du village de vacances Club Med d'Avlekete. Le projet Club Med est d'un coût global d'environ 50 milliards de francs CFA et est constitué d'un ensemble immobilier touristique de 330 clés, 4 tridents avec un espace Club Med exclusif collection conforme au positionnement haut de gamme du Club Med avec un cœur du ressort regroupant entre autres lobbies
boutiques, bars et restaurants et différentes zones d'hébergement. Le projet permettra également de créer plusieurs centaines d'emplois directs et indirects. Les réactions et les avis continuent de se faire entendre depuis l'historique rencontre entre les deux anciens amis Thomas Boniayi et Patrice Talon. Au cours d'un tête-à-tête tenu le mercredi 22 septembre, le président d'honneur des démocrates, l'un des principaux partis de l'opposition, avait présenté une liste de doléances au président Patrice Talon pour la décrispation de la situation socio-politique au Bénin. À la suite de cette rencontre, considérée par la plupart des analystes politiques comme un signal retentissant pour la décrispation politique, après des années de mésentente, le député UP Gérard Benonchi émet des doutes sur l'aboutissement des doléances de l'ex-président Boniayi à son successeur Patrice Talon. Je vous propose de suivre dans un premier temps ce qu'il pense des dites doléances. Lorsque je prends l'ancien chef d'État Boniayi, je pense que son passé ne milite pas forcément en sa faveur, étant donné que, ayant connu l'homme aux affaires, il est émotif, vous me permettez de me le dire, et sensible aux critiques, sensible aux rumeurs, sensible à ce que les autres disent. Donc de ce point, je ne peux pas éliminer que l'on puisse assister à une certaine versatilité, mais si cette fois-ci, tirant leçon de son parcours, de cela, des difficultés, si je peux les appeler entre griffes, le temps qu'il a passé, s'il peut faire son examen de conscience et comprendre que beaucoup de ses sympathisants, beaucoup de ses laudateurs, surfent sur cette dissension entre griffes entre son prédécesseur et lui, et en font leur fonds de commerce, et qu'il est temps donc qu'il se libère de cette famille qui profite de lui, pas forcément pour ses intérêts à lui, pas forcément pour l'intérêt du pays, mais pour leurs intérêts personnels inavoués. S'il peut le comprendre et se mettre à la hauteur de la mêlée, je pense que cette fois-ci, il doit pouvoir donc s'extirper de l'eau et puis avoir les regards fixés sur son objectif qui est d'aller véritablement à une réconciliation pour une véritable paix dans ce pays, si tant est qu'il aime le Bénin. Pour Boniayi, qui représente quand même, qui a des partisans, qui représente une force politique, qui représente un camp, ou un clan, comme j'allais le dire, au sein duquel beaucoup ont maille à partir avec la justice, et certains sont hors de nos frontières sous le sobriquet de exilés politiques, alors qu'il n'en est pas question. Certains. Donc pour vous, il n'y a pas d'exilés politiques au Bénin? Non, vous le savez bien qu'il n'y a pas d'exilés politiques. Personne n'a été poursuivi pour les opinions qu'il aurait émises, il aurait eu à émettre en ce qui concerne sa position politique. Il n'y en a pas. Tous ceux qui sont hors de nos frontières ont des affaires qui leur sont collées, qui sont liées à leur gouvernance du passé, des affaires publiques du passé. Donc, il n'y a pas d'exilé politique au Bénin que je sache, il n'y en a pas un seul. Au Bénin, idem, tous ceux qui sont en prison, personne n'a été poursuivi parce qu'on a dit il a critiqué l'action du gouvernement ou parce qu'il a émis des opinions qui vont à l'encontre de la gouvernance actuelle. Non, sinon qu'il y a beaucoup de gens au Bénin qui critiquent ouvertement et vertement donc l'action du gouvernement, mais qui ne sont pas inquiétés. Je peux en citer plusieurs. Mais il y a l'opposition, quand vous voyez dans l'opposition, même le leader de l'opposition, quand vous voyez Paul Humpé, il ne critique pas l'action du gouvernement. Vous prenez le patron des démocrates, Éric Ruté, ouvertement critique l'action du gouvernement. Et nous savons qu'il n'est pas au même diapason que la gouvernance actuelle. Il le dit ouvertement, il critique, mais pour autant, il n'est pas inquiété. Eugène Azatassou, vous le voyez critiquer de façon acerbe le gouvernement de Talon et Talon, mais il n'a jamais été inquiété. Tant que vous ne vous mêlez pas à des actions qui sont au travers de la loi, je pense que la justice ne s'intéresse pas à vous. Donc je dis qu'il n'y a pas d'exilé politique. Donc Yahi Boni, qui est allé voir le président Talon, devait quand même
étant le chef de tous ceux-là, devait quand même plaider en leur faveur. C'est pour cela que, naturellement, il a demandé leur retour. C'est une formalité, en fait, pour vous. Ce n'est pas une formalité. C'est son droit le plus absolu un de demander. Lui, il doit demander. C'est un devoir. C'est un devoir pour lui. S'il allait voir le président Patrice Talon sans parler de ceux-là, sans demander quelque chose, au nom de ceux qui ont eu à le suivre dans un passé récent, pour qui le considèrent comme leur leader charismatique, alors il aurait pu traiter de tous les noms de traite, ou qu'il soit allé pour tirer son épingle du jeu et abandonnant tous ceux qui ont eu à militer avec. Donc c'est naturel et c'est normal qu'il formule cette doléance. Restons avec Gérard Benochi qui, dans l'extrait à suivre, reprécise que le président de la République n'a pas le pouvoir d'amnistie, mais plutôt le Parlement. Le chef de l'État a le pouvoir de grâce, et ce, lorsque la procédure judiciaire est arrivée à terme et que les voies de recours ont été épuisées. Une chose est de formuler les doléances, mais une chose est que celui à qui ces doléances sont formulées puisse les analyser pour voir s'il a les compétences pour pouvoir donner Justement, lorsqu'on parle de compétences, que Patrice Talon a les compétences requises pour donner suite à cette doléance. Ça, je dis. Par exemple, quand on demande d'amnistier tous les exilés politiques, vous savez que l'amnistie, ce n'est pas du ressort du président de la République. L'amnistie. Mais il est le chef du camp de la mouvance de la majorité présidentielle. Non, nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Et Patrice Talon est le patron de l'exécutif et le législatif, vous le connaissez, est séparé de l'exécutif. Et la loi d'amnistie, pour amnistier, il faut une loi d'amnistie. Et il n'y a que l'Assemblée nationale pour voter une loi d'amnistie. Et vous savez, nous avons une histoire récente où une loi d'amnistie a été votée. Vous savez que c'était suite à une réunion politique, à une conférence politique des forces vives de la nation, où il a été décidé au Palais des Congrès de mettre dans les points à exécuter le vote d'une loi d'amnistie, et l'Assemblée nationale a pris sa responsabilité en votant cette loi. Mais justement, si le président Patrice Talon émet le vœu aujourd'hui... Il ne suffit pas que le président Patrice Talon émette le vœu, mais il faut que l'Assemblée nationale, l'ensemble des députés l'acceptent, parce que c'est les députés qui votent, ce n'est pas Patrice Talon, patron de l'exécutif, qui vote les lois. Il peut suggérer, mais il n'a même pas à suggérer à l'Assemblée, il est dans son rôle. C'est lorsque ceux qui sont donc entre les mains de la justice auront été jugés à l'issue donc des procédures, quand ils auront été jugés puis condamnés, alors là ils tombent dans les mains de l'exécutif parce que ils seront en prison. Suite à ça, parce que le gouvernement qui a la responsabilité d'exécuter, de mettre à exécution les décisions de justice, peut quelque chose, parce que Patrice Talon est en ce moment le patron de l'exécutif, la loi lui permet de gracier. Il a le pouvoir de gracier, mais encore faudrait-il que les procédures aillent jusqu'au bout et que les intéressés, les inculpés puissent être jugés. Mais on n'en est pas là. Donc j'ai dit, le Boni Ndeaye, c'est en son droit de soumettre des doléances à Patrice Talon. Mais une fois encore, je dis, Patrice Talon n'a pas assez de marge de manœuvre en ce qui concerne ce qui lui a demandé qui concernant l'amnistie. Donc l'amnistie, c'est du ressort donc du législatif. Alors si au nombre des doléances qui lui ont été soumises, s'il y en a que son pouvoir en tant que chef de l'exécutif lui permet d'examiner, je pense qu'il examinera et fera telle chose qui lui paraîtra appropriée sans pour autant le conduire à violer son serment, sans se mettre au travers des lois. Il ne peut pas vouloir aider et puis lui-même se mettre au travers des lois au risque d'être traité de parjure. Alors, cette semaine, on a vu
l'ancien président Thomas Bouniaï aux côtés de Adam Bagoudou, qui est député à l'Assemblée nationale, un collègue à vous, qui est de la localité de Tchatchourou, celle de l'ancien président Thomas Bouniaï. On connaît un peu les violences électorales qui ont eu lieu de façon répétitive lors des élections de 2019, 2020 et 2021. Est-ce qu'on peut se dire finalement que l'ancien président Thomas Bouniaï est en train de revenir un peu sur le chemin de la paix et vise peut-être à s'associer au président Patrice Talon peut-être pour des lendemains meilleurs pour le Bénin? Oui, j'aime à citer le président Amoussou qui a une phrase célèbre qui dit souvent: si vous voyez ces choses-là, sachez que l'événement approche. Ça veut dire quoi? Si vous commencez à voir Yahi Boni qui entend se regardait en chien de faïence avec son neveu Adam Bagoudou. Moi, j'ai vu l'image là, j'étais très content de voir ça. J'ai même capturé l'image et je l'ai envoyé à mon collègue Adam Bagoudou avec un sourire pour dire je suis content. Donc, c'est son neveu que l'oncle se rapproche de son neveu finalement. Je pense que c'est fort à saluer. Et cela ne peut pas surprendre si Yahi Boni a pu se rapprocher du président Patrice Talon. Alors, il ne peut pas se rapprocher de Talon et continuer d'éviter son neveu qui soutient donc les actions de Patrice Talon. Donc, il faut savoir que des choses ont pu se passer dans l'ombre pour qu'on arrive à cette réunion avec Patrice Talon et Boni Yahi. Donc, ça veut dire, ce que vous voyez là, ça veut dire la décrispation a commencé. Si certains rapprochements ont commencé à s'observer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et que des lignes sont en train de bouger. Le parti Foscori pour un Bénin émergent enregistre encore une démission cette semaine. Il s'agit de Clément Kouchadé, coordonnateur de la 22e circonscription électorale. Le démissionnaire l'a fait savoir à travers une correspondance adressée au secrétaire exécutif national. À compter de ce jour, je ne suis plus en mesure de participer aux activités du parti en tant que coordonnateur de la 22e circonscription électorale et membre fondateur du parti FCBE. C'est avec une immense et profonde déception, synonyme d'une certaine tristesse, que je démissionne comme tant d'autres camarades de ce parti jadis de masse et dont l'avenir me semble incertain, peut-on lire à travers la lettre que le conseiller communal de Pobé a adressée au secrétaire exécutif national. Il n'a pas manqué de fustiger les conditions de sa suspension et celles de plusieurs autres militants du parti. Le parc automobile de Ekpe est au bord d'une crise. La dévaluation du Naira et plusieurs autres problèmes affectent les activités des importateurs, employés et travailleurs. Une équipe de la rédaction de ESAE Télévision est allée s'enquérir de la situation sur le parc. Suivez le reportage que nous propose Carles Kitome, Anaël Do. Le constat est désolant sur les parcs de vente de voitures d'Ekpe. Les activités sont au ralenti. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Il n'y a pas de travail, quoi. Toi-même, tu es là, tu as constaté qu'on est assis. Et tu es parti là-bas, tu as vu les employés aussi. On ne va pas dire qu'ils sont assis, mais ils ne font rien. Il y a certaines qui disent que c'est à cause de chute des Naira là. C'est à cause de ça que cette business là a chuté. Maintenant, si tu vas voir ceux qui viennent au marché maintenant, tu vas voir les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens. C'est eux qui viennent. Eux, ils viennent, ils n'achètent pas des grosses voitures. Ce sont les Nigériens qui achètent toutes les voitures, tout. Les Caracas ou les haut de gamme, c'est les Nigériens. Et c'est les gens de Nigeria, c'est eux qui achètent tout. Tu vois, maintenant, là-bas, ça ne va pas, ici, ça ne va pas. Eux ne viennent plus. L'argent, il y a des jours, tu vas trouver 1000 francs ou bien 1200 pour la monnaie. Et si c'est comme ça, ça ne les arrange pas. Donc, c'est à cause de ça, ça ne va pas se jouer ça. Donc, ça ne va pas se nous aussi ici. Avant, dans les années, bon, disons, 4 ans passés maintenant là, mais on est bien. Tu viens au parc, tu as beaucoup de Libanais. Donc, tu as beaucoup de travail à prendre. Tu prends ici, tu prends là-bas, tu prends là-bas. Donc,
en une seule journée, tu peux te retrouver avec 10 travails ou bien 10 voitures ou bien 15 voitures. Et tu sais combien tu veux prendre là. Mais aujourd'hui, c'est les retouches. Et ce n'est pas les Libanais qui donnent encore. C'est nos frères béninois, nos frères nigériens, c'est eux qui donnent. Parce que les Libanais aussi, ils ne vendent pas. Donc, c'est en vendant là que tu vas trouver l'argent pour commander les travailleurs. Voilà. C'est un peu ça. On va penser au gouvernement. Il n'a qu'à revoir comment il va faire. Cette affaire-là va recommencer normal comme ça a été avant. Face à cela, difficile pour les employés et travailleurs du PAC de joindre les deux bouts. Ils sont à la limite de l'abandon. Je fais en tuerie. On travaille sur moteur. Sur moteur, ça amène tâche, ça amène rouille ou bien ça amène huile. On enlève, on gratte, on met peinture, tout comme ça là, pour arranger bien la voiture. Et maintenant, c'est à travers le système du marché, comme les gens ne rentrent pas comme ça là, tout. Donc le marché c'est un peu bas maintenant, pas comme avant. Vraiment, il ne vient pas comme ça. Vraiment, il ne vient pas. C'est pas comme avant. C'est avant, tu vas trouver une personne qui peut venir payer 10, 15, mais maintenant, là, si tu as eu 1, 2, 3, ça ne dépasse pas ça. Les importateurs et usagers des PAC attendent des propositions des autorités compétentes pour une sortie de la crise. Parlons sport à présent. Les écureuils du Bénin ont rallié ce mardi 5 octobre 2021 Dar es Salaam où ils affrontent jeudi les Taifa Stars de la Tanzanie pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Avant de quitter Cotonou, Khaled Adenon et ses coéquipiers se sont entraînés dans la matinée au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une séance à laquelle n'ont pas pris part Sebio Soukou et Ceci d'Almeida déclarés forfait pour ce match décisif contre la Tanzanie. Le sélectionneur Michel Dussuyer a évoqué les raisons de leurs absences et l'enjeu de la double confrontation contre l'équipe tanzanienne. Oui, ce sont deux absences qui sont préjudiciables forcément parce que ce sont des joueurs potentiellement titulaires, donc forcément c'est préjudiciable. Maintenant, voilà, Sebio attend un heureux événement, donc il est resté auprès de madame pour son premier enfant et on espère juste que ça va bien se passer et que ça va vite se passer pour qu'on puisse éventuellement le récupérer pour le deuxième match. Et puis Ceci, après une semaine d'entraînement, a ressenti encore une gêne sur la fin de semaine, donc on a décidé que ce n'était pas la peine qu'il rejoigne le groupe mais qu'il continue son traitement là-bas à Valenciennes. On sait que cette équipe de Tanzanie, c'est une bonne équipe qui est en progression depuis pas mal d'années maintenant. Et donc on est toujours avec beaucoup de respect, comme je l'ai dit, et pas de crainte. On a aussi des arguments à faire valoir et on aura l'ambition de prendre un maximum de points. Je l'ai dit, le curseur, je l'ai dit, c'est le maximum de points. Donc forcément, ça impliquerait 2 victoires. Maintenant, on sait que voilà, gagner à l'extérieur et enchaîner avec 2 victoires, c'est jamais facile. Et la Tanzanie est une belle équipe. Donc voilà, abordons déjà ce premier match et abordons-le avec le maximum d'ambition. On sait que la Tanzanie, chez elle aussi, c'est souvent dangereux sur le plan offensif. Donc il faudra qu'on soit très, très prudent, très, très rigoureux et très concentré aussi sur ce match-là pour revenir avec quelque chose de là-bas. Il nous fait défaut, avec ces temps de Covid, là, ça nous manque franchement le soutien du public. On aurait aimé que tout le monde que le stade soit plein, pour nous aider et pousser les joueurs à la victoire. Maintenant, on sait qu'ils sont derrière nous, on sait qu'ils regardent, on sait qu'ils nous suivent et voilà, on fera tout encore pour les satisfaire. Jodel Dossou, Olivier Verdon et Cédric Rontonji mesurent combien est important la double confrontation contre la Tanzanie pour la qualification au Mondial Qatar 2022. Ils entendent engranger le maximum de points à leurs esprits d'équipe. L'objectif est d'essayer de prendre quelques points à l'extérieur parce qu'on sait que ce sera un match très difficile contre une équipe tanzanienne très très bien, donc on les connaît, on les a déjà joués. On sait que ce ne serait pas le même match, mais on a une double confrontation qu'on doit essayer quand même
bien se positionner dans ce groupe, de bien faire valoir nos forces et bien se regrouper afin de faire un bon résultat en Tanzanie. Ça a toujours montré en équipe nationale, ça rentre, ça sort. Donc voilà, c'est vrai, on aurait aimé l'avoir avec nous. Voilà, bon, on va essayer de faire ça et essayer de montrer un beau visage de notre équipe et voilà, d'essayer de prendre un point à l'extérieur ou à défaut d'avoir une victoire. C'est le plus important. Il faut se dire qu'on peut gagner les 2 matchs. Après, ça ne va pas être facile, je pense, là-bas. Il va falloir ramener le plus de points possible. Et puis, quand on va venir ici, il va falloir gagner à domicile. Franchement, là, ça, c'est les problèmes de coach. Ça, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas du tout comment le coach va faire. Peut-être on va jouer à 5, peut-être il va faire des choix, je ne sais pas. C'est le coach qui va décider. Et après, à nous d'accepter ces choix. Ils ont été costauds. Il n'y a que des bons joueurs là, qui viennent au Bénin. Après, ça sera les choix du coach. Il faut donner 100% à l'entraînement et après c'est le coach qui fait ses choix. Mais en tout cas, on a une équipe de qualité et c'est le collectif qui prime. On a bien commencé avec une victoire à Madagascar qui n'était pas facile et un match nul ici contre une bonne équipe du Congo. Après, on sait que là, ces 2 matchs ils vont être décisifs. Donc l'objectif, il est clair, c'est de prendre 6 points pour essayer de garder la tête du classement. Et on pourrait espérer quelque chose par ces résultats. Merci au public béninois de continuer à nous supporter sur les réseaux sociaux et à être là pour nous. On va essayer de tout donner pour essayer de se qualifier et finir premier de ce groupe. Bon, on va essayer de ne pas les décevoir. On va essayer on va donner le maximum et j'espère que quand on rentrera, on sera heureux ensemble. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. La grande édition du journal télévisé sur EZAE TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Anifat Boukari si tout va bien. Nous installons à présent Clément Koutiadé qui nous parle des raisons qui ont motivé sa démission du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. L'invité matinal de ce matin, ce Frimatin, Clément Koutiadé, bonjour. Bonjour. Merci de nous honorer à travers votre présence dans nos studios ce matin. Vous avez démissionné hier du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent, laquelle formation politique pour laquelle vous assumez jusqu'à il y a quelques heures, si on peut encore le dire ainsi, le poste de coordonnateur de la 22e circonscription électorale. Dites-nous, quelles sont réellement les motivations de cette démission? Merci beaucoup, M. Kader. Je crois que dans la lettre que j'ai adressée au secrétaire exécutif national, j'ai notifié les raisons pour lesquelles il m'a plu maintenant de partir du parti FCBE. Excusez pour presque la répétition. En définitive, vous n'êtes pas sans savoir qu'en mars 2020, nous avions été suspendus avec un certain nombre de camarades. Pourquoi? Parce que nous avions pris par nous le devoir de dire la vérité aux militants. Est-ce que vous parlez de dire la vérité, c'était quoi en quelque sorte, pour ceux qui n'ont pas suivi en quelque sorte cette actualité au moment des faits? Merci beaucoup. En mars 2020, ça annonçait les élections présidentielles. Et il fallait un candidat pour le parti FCBE. Avec un certain camarade, nous avions pensé qu'il fallait que la démocratie s'enracine davantage dans les partis politiques et que le candidat du parti puisse provenir de la base et que la base participe au choix du parti. Mais ce n'était pas la vision de certains qui pensent que entre membres du bureau politique, on pouvait choisir un candidat, ce qui n'était pas notre avis et on est montré au créneau en passant au niveau de la presse pour alerter les militants. Et comme dans aucun parti aujourd'hui au Bénin, il y a la démocratie. Certains, ceux qui se voyaient en ce moment-là un peu plus en nombre important, ont décidé donc de suspendre quelques-uns parmi nous, y compris moi-même. Justement, lorsque vous parlez de démocratie, c'est une dictature de la majorité sur la minorité. Lorsque vous dites qu'il y avait quand même une grande partie qui soutenait les candidats en place, est-ce que quelque part, vous aussi, vous n'étiez pas dans une posture un peu antinomique à ce que vous revendiquez par le passé? Non, ça dépend. Ça dépend de la manière dont les partis sont mis en place. Vous savez qu'au Bénin, c'est toujours... on a dit qu'il y a réforme
sympathisant, mais c'est pas rentrer dans les partis politiques. Mais en ce moment, c'est vrai que du point de vue nombre, quand on prend le bureau exécutif, et ça n'a peut-être pas trop changé. Aujourd'hui, on était 77 membres avant qu'une partie n'aille créer les démocrates. Et vous voyez, au moment où on parlait donc en mars 2020, on était à peine 20 membres d'un bureau exécutif de 77 membres. Mais c'est vrai, on n'était pas assez nombreux à vouloir que, effectivement, au niveau du parti, que le choix se fasse vraiment par un certain nombre de militants. Mais ce ne devait être que ça. Ces militants, c'est vrai qu'on ne va pas vraiment au mieux le couteau dans la plaie, mais ces militants, par le passé, voulaient qui comme candidat? Est-ce à dire que Alassane Soun Djimba n'était pas assez représentatif des idéaux que prônait alors le parti politique? Est-ce que Paul Rumpe n'était pas à même de porter l'étendard de candidat au sein de ce duo présidentiel? En fait, je ne peux pas juger aujourd'hui de ce qu'un candidat soit le mieux, à même de mieux représenter le parti, mais en ce moment-là, nous avions quand même beaucoup de candidatures qui s'étaient annoncées. Enfin, même moi-même, on m'a positionné comme étant candidat, bien que je ne sois pas candidat, puisqu'on voulait que tous les membres du bureau exécutif soit qu'il y ait des primaires en quelque sorte. Qu'il y ait des primaires, mais une primaire entre que les membres du bureau exécutif, ça ne sonnait pas bien et je pensais, en tout cas avec un certain nombre de camarades, on pensait qu'on pouvait faire mieux et que à travers ce que on aurait fait au niveau du parti FCBE, surtout que on était quand même en dehors donc des deux blocs, on était aussi le parti qui avait un certain nombre de conseillers qui étaient bien représentatifs. On pouvait l'organiser entre conseillers et dire, effectivement, pour qui nous pourrions porter notre voix pour que la population puisse nous entendre. En ce moment-là, vous savez qu'il n'y avait que le seul candidat qui avait le vent en poupe, mais on pouvait jouer la double fête en ce moment-là. Malheureusement, on ne nous a pas compris et le résultat est ce que nous avions eu. Et donc, il y avait ça. Donc, une fois que nous avions Avant de vous laisser évoluer dans votre raisonnement, vous étiez pour quel candidat, par exemple? Mais moi, j'avais un candidat dans le plateau. Lequel? C'est M. Adeyemi Fatai qui était le candidat du plateau, aussi bien pour le poste, pour la présidence que pour la vice-présidente. Ok. Maintenant, aujourd'hui, la présidentielle est passée, avec également Théophile Yarou, tout ce qu'on a vu par le passé et tout. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à démissionner? Mais c'est ça que j'étais en train de présenter. Donc, une fois que nous avions été suspendus, ça veut dire que nous n'avions pas participé aux élections présidentielles. Après, il y a un groupe qui a entériné cette suspension pour fixer le délai à 3 mois. Après 3 mois, enfin, pour eux, c'est comme si, la suspension est levée. Mais une suspension qui a été prise par note officielle devait être levée par note officielle. Jusqu'au 31 août, nous n'avions pas eu d'informations comme quoi notre suspension a été levée. Et donc, du coup, on nous a invités plusieurs fois à des séances auxquelles nous n'avions pas participé parce qu'il nous est difficile d'aller nous asseoir en face des gens qui nous ont suspendus par lettre officielle et qui, jusque-là, ne nous ont plus rien dit. Encore qu'au moment de la suspension, très rapidement, ils sont passés. Ils ont passé les informations à travers les réseaux sociaux et donc pour tous les militants c'est comme si on était suspendu. Donc par rapport à ça, nous n'avions pas compris pourquoi ce n'est que le 31 octobre ça a été fait. Mieux, nous étions... le 31 octobre, vous avez été réhabilité. Mais on m'a annoncé le 31 octobre comme quoi je pourrais participer à une séance et que réellement je suis réhabilité. Et quand on a été réhabilité de cette manière-là, je dis ce n'est pas normal parce que ça n'est pas passé par la voie officielle puisqu'on devait m'adresser une lettre comme quoi je suis réhabilité. Deuxième raison, oui. Nous n'avions pas, de par notre distance vis-à-vis du parti, nous n'avions pas connaissance de ce que le mode de gestion a changé.
Est-ce que vous parlez du mode de gestion échangé? Qu'est-ce que vous reprochez au mode de gestion actuel? Le mode de gestion, c'est que nous avions officiellement, dans les statuts du parti, nous avions un bureau politique, un bureau exécutif et l'Assemblée générale. Il se fait qu'un autre groupe s'est formé et qui décide pratiquement au nom des deux bureaux, qu'il appelle G10 ou groupe des sauveurs. C'est tellement ceux qui ont participé à ce que le parti soit totalement, redevienne vraiment la propriété de ceux qui sont là actuellement. Donc, du coup... Ce groupe, si je ne me permettez pas, je suis un peu curieux, ce groupe était composé de qui et qui, par exemple? Donc, je ne peux pas me faire... je n'ai pas besoin de révéler des secrets ici. D'appeler les noms, mais de toute façon, nous avions un groupe 10 qui se dit groupe de sauveurs, qui a pris en otage tout le parti. Et à sa tête Mais naturellement, vous avez un secrétaire exécutif national qui certainement gère, mais je ne sais pas comment ça se gère à leur niveau. Je sais qu'il préside les séances du bureau exécutif national. Donc, ce groupe étant formé, donc ça gère pratiquement de façon opaque le parti. Et donc, les militants sont là. Aucun congrès n'a été organisé depuis. Tout se fait comme si ça se limite tout simplement à Cotonou. Et ce n'est pas normal que moi, je me retrouve encore dans un parti de ce genre. Donc, les deux raisons. Voilà. Alors, maintenant, aujourd'hui que vous êtes parti, que vous estimez qu'il y a eu mauvaise gestion et que on aurait sapé votre autorité entre autres lors de la désignation du duo présidentiel pour l'élection présidentielle de 2021, vous avez été réhabilité, mais néanmoins, vous avez noté également cette mauvaise gestion. Aujourd'hui, vous posez vos valises où en tant qu'acteur politique? Ou bien vous prenez une retraite politique? Merci beaucoup. En le faisant, je pense que je ne suis pas seul. J'ai dû prendre le temps d'avoir l'avis de mes amis, de mes partisans, de mes frères, et qui pensent qu'il n'est pas normal qu'à ce niveau, même si la situation politique aujourd'hui n'est pas assez rose et que vraiment c'est de véritable jungle qui se passe au niveau du pays, il n'est pas normal qu'on puisse s'asseoir comme ça et ne pas faire la politique. Encore que je suis conseiller communal. Donc j'anime à ma manière la vie politique au niveau local. Mais quant à la vie politique au niveau national, il y a beaucoup de challenges aujourd'hui. Le challenge le plus important, c'est le challenge lié à la réconciliation. Le Bénin doit se réconcilier. Nous avions l'autre challenge de la réhabilitation de notre démocratie. C'est un gros challenge que nous devons affronter. Et donc, par rapport à cela, je ne peux pas me faire dire où je vais poser. Je suis un divorcé et un divorcé doit prendre le temps d'analyser, de savoir vraiment où poser ses passes. Non, il risque d'être rattrapé par... Ne pensez-vous pas avoir trahi FCBE lorsque vous avez été élu conseiller sur la bannière de FCBE et que, pour convenance personnelle, si on peut l'exprimer ainsi, vous démissionnez de cette formation politique? Je ne crois pas avoir trahi FCBE si ce n'est FCBE qui m'a trahi. Mais est-ce qu'en temps, au moment où vous avez noté ces anomalies, est-ce que vous avez tenté d'échanger avec le secrétaire exécutif national, Paul Rompé, afin quand même de trouver un terrain d'entente? Est-ce que vous avez tenté d'échanger avec Paul Rompé? Un bureau exécutif dans un parti politique, je vous ai dit que dans un parti politique, on devait accepter les contradictions. Et c'est ça qui fait grandir les partis politiques. Moi, j'avais ma position par rapport à une méthode. Je l'ai exprimée. On l'a exprimée en séance normale, mais certains ont voulu que ça se passe autrement. Et quand ça se passe comme ça, on n'a pas l'auto... oui, mais justement, lorsque vous exprimez, votre option de gestion d'une situation, d'une crise politique, vous faites des suggestions au sein de votre groupe. Elles peuvent être prises en compte comme ne pas être prises en compte. Mais il faut quand même que le groupe vous laisse la possibilité. Le temps de vous laisser la possibilité, le secrétaire s'est donné justement à une suspension sans peut-être l'avis même de reste du groupe. Et donc, alors que
les statuts du parti, le règlement intérieur ne le lui autorise pas. Donc, dans ces conditions, vous ne pouvez pas comprendre qu'il y ait un débat réel au sein des partis politiques. Et je ne le dis pas que c'est seulement au niveau des FCBE, il y en a de ces problèmes-là au niveau des partis politiques où vous avez des soupçons, où vous avez des blâmes. Nous devons travailler à ce que, au niveau des partis politiques, qu'il y ait des discussions franches et que chacun puisse vraiment donner son point de vue et qu'il n'y ait pas de super secrétaire exécutif, de super président qui prennent la décision de suspendre ou d'exclure qui il veut. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de deux choses. Vous avez parlé de réconciliation nationale, vous avez parlé également de la réforme du système partisan. Je vous prends par rapport à la réforme du système partisan. Est-ce que vous pensez que l'essence de cette réforme est comprise par vous, acteurs politiques? Malheureusement, il y a un système partisan qui a été mis en place sur un fondement, des anciens fondements, où on pense que quelqu'un crée son parti, c'est lui le propriétaire du parti. Il ne pense pas qu'il y ait de discussions à l'intérieur du parti, qu'il y ait de contradictions à l'intérieur du parti. Et c'est ça qui pose problème par rapport au système partisan. Et je regrette qu'il y ait une loi qui remette tout le pouvoir local aux partis politiques, où c'est les partis politiques qui décident de la direction des mairies. Et comment les partis politiques sont installés? Est-ce qu'ils ont été installés de façon démocratique? Est-ce que pour élire le secrétaire exécutif national, pour élire le président d'un parti, est-ce que ça a eu l'avis de tous les membres fondateurs? Mais c'est ça le véritable problème. Donc on s'entend, on dit mais tel doit être à tel poste, tel doit être à ce poste, alors que nous avions travaillé pour élire les maires. Mais ces maires-là sont obligés de se faire nommer par les partis politiques. Justement, puisque vous en parlez, est-ce que vous ne craignez pas par rapport à votre poste de conseil communal? Je ne crois pas qu'il y ait une loi qui m'empêche d'être conseiller, alors que je suis élu sur une liste. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de réconciliation nationale. Sous le régime de l'ancien président Thomas Boniaï, vous avez été nommé directeur général de l'ONAB. Boniaï qui, l'on connaît un peu quand même son opposition farouche à l'égard du régime du président Patrice Talon. Il était au palais de la Marina le 22 septembre dernier. Vous, en tant qu'acteur politique, vous qui êtes soucieux de cette décrispation, quel regard portez-vous sur cette rencontre qu'il y a eu entre Patrice Talon et Boniaï? Merci beaucoup. Je pense que ça fait partie de la réconciliation. Pour vous, c'est un fait positif? C'est totalement positif, parce que nous ne pouvons pas, je ne peux pas être président d'honneur d'un parti politique et voir mes militants qui sont en prison, soit en exil. Je me dois de prendre ma responsabilité. Et je suis d'accord que le président Yahi ait pris sa responsabilité et d'aller voir qui de droit, puisqu'il a été aussi une fois président. Donc, aller voir qui de droit pour solliciter soit son aide ou son appui pour qu'il y ait plus de passivité dans la République. Et là, moi, je pense que s'il y a des choses que le président Talon peut faire sans trop de protocole, je suis tout à fait... je voudrais le supplier de le faire. Parce que nous avions besoin de ça dans le pays si véritablement nous aspirons au développement. Parce que nous avions besoin de nous aimer entre nous, d'une réconciliation, même si... en définitive, ça finira par venir un jour. C'est ça le problème. Ça finira par venir un jour. Vous avez été acteur politique, vous avez pratiqué en partie aussi l'ancien président Thomas Boniaï. Depuis que Boniaï a été au palais de la Marina, il est objet de tout commentaire les plus quand même sordides. D'aucuns estiment qu'il serait allé voir Patrice Talon à des fins personnelles, étant donné qu'il n'était pas au palais de la Marina en compagnie d'acteurs politiques du parti politique Les Démocrates et autres. Pensez-vous que Boniaï était à la Marina pour des fins personnelles ou pour des fins politiques? Merci beaucoup. Je pense que peu importe la posture du président Yahi Boni par rapport à cette visite, que ce soit pour des fins personnelles ou des fins politiques, l'essentiel, c'est qu'il ait posé les vrais problèmes de la République aujourd'hui. Ceux qui sont en prison, ceux qui sont en exil. Je crois que si quelqu'un a le courage d'aller poser
ses problèmes malgré son adversité avec son interlocuteur. Je pense que celui-là est à féliciter. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et si on doit ruminer tous ces problèmes, on ne finira jamais. Et si on prend l'exemple sur les pays qui nous entourent, je pense que les gens arrivent à toujours trouver une solution à leurs problèmes. Entre le président Buhari et l'ancien président nigérien, on connaissait, les oppositions connaissaient les adversités. Et aujourd'hui, il est envoyé en mission pour le compte de Nigeria. Enfin, je veux parler. Donc, vous espérez aussi que dans les jours à venir, Patrice Talon également puisse envoyer Boni Yayi en mission pour le compte du Bénin. Même. En quoi cela va gêner quelqu'un si c'est pour le bien de la République? En quoi cela va gêner si c'est pour le bien de la République? Oui. Alors, Clément Koutiadé, pour finir, vous êtes conseiller communal. Vous êtes dans la ville de Pobé. Le gouvernement, il effectue quand même des projets pour quand même le rayonnement de cette ville. En tant qu'élu communal, quelle serait votre contribution au développement de votre localité? Est-ce que vous allez toujours rester dans une sorte de voir le mal partout? Parce que généralement, on estime que lorsqu'on est en opposition sur notre pic, on voit le mal partout. Ou vous voulez vous joindre quand même à la mouvance pour quand même laisser votre nom également une fois dans l'histoire? Merci beaucoup. Je regrette que dans certaines communes, qu'il n'y ait qu'une seule voix. Je pense qu'aujourd'hui, et je parle sous le contrôle du maire de Pobé, il doit savoir que la participation des FCBE au conseil communal de Pobé est une chose assez positive. Et si même il y a un accompagnement franc, c'est plutôt celui des élus FCBE. Parce que nous savions que s'il y a des projets de développement, nous n'allons pas cracher sur ces projets. Nous allons l'envelopper, nous allons essayer de participer à ce que ces projets puissent véritablement bien se mettre en place. Et c'est ce que nous faisons depuis. Donc, on n'est pas là pour cracher sur tout, on n'est pas là pour dire que tout va mal. Tout ce qui est bon, nous sommes obligés de l'accompagner, nous sommes obligés d'encourager à le faire. Donc, ne pensez pas que nous sommes une opposition va-t-en-guerre, nous sommes une opposition assez constructive qui travaille pour que le développement, tant attendu, se fasse et que s'il y a des projets de développement pour notre localité, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de ces conseillers de l'opposition d'aujourd'hui qui soient véritablement opposants au problème de développement de leur localité. Au problème de développement de leur localité. Dernière question pour finir. Vous avez quitté FCBE, il y a les démocrates qui s'offrent à vous, restaurer la confiance, Force Corée pour le développement du BNFCDB ou carrément Union progressiste ou BR. Clément Koutiadé, dans les jours à venir, où nous allons vous attendre? Je vous ai dit qu'il y a des challenges. Justement, il y a des challenges qui pointent à l'orée, notamment les élections législatives de 2023. En tant qu'acteur politique averti, vous savez que ça se prépare au moins tout 12 mois à l'avance, quand même, ou tout au moins 8 mois à l'avance. Clément Koutiadé, il faut que vous vous positionnez sur l'échiquier politique national. Vous sentez déjà où, quand même, plus ou moins? Je dis, au-delà des élections, le plus gros challenge aussi, aujourd'hui, c'est bien la réconciliation, c'est bien un sursaut unitaire, c'est bien la patience. La patience. Merci à vous, Clément Koutiadé. Merci d'être passé sur ESAE TV ce matin afin de nous quand même apporter quelques clarifications par rapport à votre démission du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Merci d'avoir été matinal, chers amis internautes. C'était l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Free Matin se poursuit. Nosrine Fatoubi s'installe à présent pour l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Amis Bélier, travaillez vite et bien n'est pas toujours évident. Vous en aurez la preuve. Aujourd'hui, vous aurez probablement besoin d'un délai pour mener à terme votre projet ou pour clore un dossier important. Il ne sera pas facile de l'expliquer à votre hiérarchie. Ne dépensez pas votre énergie pour rien. Soyez réaliste. Taureau, journée difficile à gérer, vous devrez faire un gros effort d'organisation car vous serez soumis à un rythme de travail intensif. Côté finance, vous frôlerez le désastre avec des dépenses inconsidérées, mais un soutien inattendu de la part d'un proche devrait vous empêcher de couler.
Chers Gémeaux, journée sans surprise, néanmoins, vous réussirez à partager équitablement votre vie privée et votre vie professionnelle et ça n'arrive pas si souvent célibataire. Vous allez devoir prendre une décision qui engagera votre avenir. Cancer, journée assez banale, mieux vaut ne rien signer d'important. Ces derniers jours, les axes seront joués et le hasard n'est jamais un allié lorsqu'il s'agit de projets cruciaux. Ne sortez pas de la routine pour l'instant, mieux vaut attendre que les choses évoluent favorablement. Chers amis Lions, journée très porteuse célibataire, votre vie amoureuse va prendre un relief inattendu. Vous aurez la chance de faire une rencontre et de nouer une relation qui pourrait s'avérer durable. Si vous vivez en couple, vous aurez envie que vos relations prennent une plus grande authenticité avec votre partenaire. Vierge, le pouvoir que vous exercez sur votre partenaire ira grandissant. Il serait grand temps de faire attention à vos dépenses et de résister à la tentation de jeter l'argent par les fenêtres des économies obligatoires. Risque d'affecter quelque peu votre morale, mais elles seront vraiment nécessaires. Natif du signe Balance, journée sous tension, vous aurez du mal à maîtriser votre susceptibilité et des disputes risquent d'éclater avec vos proches. Prenez sur vous et ne partez pas au quart de tour, surtout si c'est vous qui êtes en tort. Scorpion, la prudence est de rigueur. Quelques obstacles se dresseront sur votre route, mais vous pourrez les surmonter si vous ne prenez pas les choses à la légère. Vous n'aurez aucun mal à trouver les solutions adéquates. Chers amis Sagittaires, journée très positive dans l'ensemble. Une rencontre très positive peut chambouler votre vie si vous êtes seul en couple. Un changement d'attitude très agréable chez votre partenaire vous surprendra et vous ravivera tout à la fois. Capricorne créatif, en dia, vous pourrez mettre sur pied des projets originaux et ambitieux. Vous montrerez persuasif et on aura envie de vous suivre dans votre folle aventure. Le plus compliqué sera de faire preuve de persévérance dans les jours qui viennent car vous aurez de moins en moins la tête au travail. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée chargée mais valorisante. Votre journée professionnelle s'annonce laborieuse et ponctuée de nombreux rendez-vous, mais votre dynamisme et vos idées originales vous rendront maître de la situation. Toutefois, ne prenez pas trop d'engagement dans le domaine des finances. Les influx astro sont très favorables. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, les As favoriseront le secteur sentimental et vous aurez envie de réunir vos proches autour d'un bon repas. La famille et les enfants vous apporteront de belles satisfactions. Célibataire, si vous rêvez du grand amour, il est temps de prendre les choses en main. Ce sera tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour ces prévisions astrologiques. À toutes et à tous, merci pour l'attention et merci pour la fidélité consacrée à ce programme télé sur ESAE TV. À toutes et à tous, on se retrouve à très bientôt pour d'autres rendez-vous. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ESAE TV. Très belle journée à toutes et à tous.